Je vais appeler d'abord le professeur Simon, président de la Société française de télémédecine. Allez, on va chauffer la salle, vous l'applaudissez. Le professeur Simon, il est où? Il y a la parité, il va y avoir des dames aussi. Le docteur Sophie Sergent, pharmacienne dans le Pas-de-Calais, présidente nationale des pharmaciennes. Des pharmaciens. Le docteur Brigitte Bouzige, qui, elle, représente la Fédération française des maisons de pôles de santé. Elle incarne donc la médecine regroupée. Le docteur Renaud Ferrier, qui est le président du syndicat des médecins libéraux. Il a un important discours à tenir. Et enfin, Alexia Siboni, qui est kiné, qui représente la start-up Visiomed et qui est directrice de ligne produits digital, c'est ça? Je ne me trompe pas. Alors, merci à tous d'être venus ce matin. Je vais vous proposer un sous-titre. On a vu, le titre, c'est « L'accès aux médecins est-il amélioré par la télémédecine ?» Moi, je vais vous faire un titre de journaliste qui sera « Vertu, danger, vertu, danger, incertitude de la télémédecine ». Je voudrais qu'en quelques mots, chacun d'entre vous me donne son avis. On va commencer par vous, professeur, si vous le voulez bien. Enfin, le petit film que vous avez montré, c'est pas de la vertu, quand même. Hein. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est votre réaction, ça? Non, 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 et s'il a une vertu, parce que le deuxième que vous avez vu, il pose vraiment les bonnes questions. Oui, tout à fait. Vous voulez augmenter un peu le son du micro du... Oui, alors donc, réaction à votre proposition, je pense que ce sont des mots-clés tout à fait intéressants. Vertu, parce que je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. La télémédecine, c'est la médecine du XXIe siècle. Danger, bien évidemment, puisque la médecine du XXe siècle était une médecine de relations de face à face, avec une humanisation de la relation médecin-patient. Donc il faut faire en sorte qu'on ne dérive pas. Et puis incertitude, c'est le phénomène générationnel. Est-ce qu'on va aller vers la télémédecine avec toutes les générations ensemble, ou est-ce qu'il va falloir attendre les nouvelles générations? On va aller de gauche à droite maintenant. En termes de vertu, je remplacerais peut-être ça par avantage pour être un peu moins moralisateur. On entend bien au fond? Parce que moi j'entends peu. Alors, vous voulez pas augmenter le son des micros? Sinon, on peut parler plus fort. Si ça va, c'est bon. Il faut mettre la sucette un peu plus. Donc, je remplacerai peut-être, pour récupérer un peu d'autonomie, et comme les médecins ne sont qu'abochards, le terme de vertu par avantage, pour en éliminer la partie éthique et la partie morale, qui serait compliqué à juger là-dedans. L'avantage, en effet, ça va être d'élargir probablement le champ de diffusion des connaissances et des notions médicales. Donc, un grand avantage, toutes les parties éloignées. Pour ce qui est des inconvénients, ça va être les risques de la qualité qui sera beaucoup plus difficile à contrôler puisque la diffusion sur le net vous a déjà montré les écueils. Et les incertitudes, ça va être l'intérêt porté par les acteurs du dispositif qui sera visible au fur et à mesure de son développement. En fait, on est déjà en plein teasing de ce qu'on va se raconter tout à l'heure. Votre réaction aussi à ce titre? Bon, moi je ne veux pas être redondante. Je pense que la télémédecine sera ce qu'on en fera. Que l'innovation, comme toutes les innovations, s'il y a une prise de risque, on sait que la balance, je parle presque du médicament, bénéfice-risque est à l'avantage des bénéfices, c'est certain, mais qu'il faut prendre en considération les risques. Mais comme je dis, comme dans toute innovation, il y a des risques qu'on va mesurer au fur et à mesure, et j'espère qu'on corrigera de manière à ce que la télémédecine soit vraiment quelque chose de positif, et que positif. Votre réaction? Il est vrai que... Oui, parlez plus près. Oui, tout à fait. En termes d'incertitude, il est vrai que ces innovations sont par essence très nouvelles, et donc on a en effet cette incertitude, notamment vis-à-vis de la sécurisation des données, mais grâce à ces innovations qui sont très rapides, on le voit de mon côté aux États-Unis, chaque mois, chaque trimestre, on voit de nouvelles technologies beaucoup plus s'adapter aux besoins du patient. Donc en fait, c'est une phase transitoire qui est nécessaire pour voir arriver ces innovations et cette télémédecine, et surtout assurer la qualité de prise en charge des patients. Et elle est nécessaire, je pense, en France, en tout cas, on le voit aux États-Unis, l'impact de la télémédecine, répondre aux déserts médicaux qui sont majeurs et qui sont un vrai problème de santé publique, on l'attend avec impatience en France.
Alors, La bonne dernière. je conclus. C'est pas de chance, hein. Du coup, Jean-Claude, j'ai l'impression que vous avez copié sur la feuille de route des pouvoirs publics. Non, qui, pas du tout. En parlant télémédecine, on citait trois points. C'est permettre, c'est soutenir et c'est sécuriser. Mais en fait, c'est ça. La vertu et les avantages, c'est permettre que la télémédecine, qui n'est pas une fin en soi, mais un outil de développement, un outil innovant pour pratiquer la médecine différemment, pratiquer la santé différemment, c'est ça pour moi la vertu. Les dangers, c'est comme, je dirais, tout nouvel outil. Toute nouvelle procédure, il y a des risques. Il y a des risques d'écartement, et c'est pour ça que la HAS est là, et c'est pour ça que la Société française de télémédecine est là. C'est pour penser l'éthique, c'est pour faire en sorte que la télémédecine se développe dans l'intérêt du patient et avec l'aide des professionnels de santé. Alors les incertitudes, pour rejoindre ce qui a été dit et pour essayer de ne pas être redondant, c'est que comment les professionnels de santé vont s'approprier ces nouveaux outils. Il y a la peur, parce qu'il y a la peur du changement, et puis il y a aussi la méconnaissance. Et je pense qu'il va falloir qu'on lève ces incertitudes. On est tous là pour ça. Voilà. Ce matin. Exactement. Professeur, on va commencer par vous. Donc on va repartir sur le titre. L'accès aux médecins est-il amélioré par la télémédecine? Oui ou non? Vous allez étayer après. Hein. Oui, je n'en sais rien encore. Voilà. Donc, c'est un espoir que l'on met, c'est un espoir que les pouvoirs publics mettent dans la télémédecine. Encore faut-il qu'on apporte les preuves. On a quand même quelques preuves. Je rejoindrai aux États-Unis, en Californie par exemple, on a donné la priorité aux zones rurales pour les téléconsultations et effectivement, ça a amélioré les accès aux soins. La différence, c'est que les États-Unis ont une organisation du système de santé qui n'est pas comparable aux nôtres. Et donc, nous avons aujourd'hui une tradition de la médecine clinique qui est une tradition française qui remonte à 2 siècles. Et il va falloir qu'on l'intègre dans les nouvelles organisations. Donc, de ce point de vue, j'espère que ça va améliorer l'accès aux soins. Tout le monde l'espère, et surtout la population. Vous êtes dans l'espérance. Je suis dans l'espérance. Vous ne mouillez pas trop là quand même. Hein. Mais je ne suis pas dans la certitude. Ah, alors on va voir, tiens, du côté des médecins. Docteur Ferrier, vous représentez, vous, un important syndicat de médecins. Est-ce que vos adhérents ont la même attitude? Je ne vais pas dire frileuse, mais presque. Ou sont-ils des fervents partisans de la télémédecine? Alors, nous ne serons des fervents partisans que dans la mesure où il y a une démonstration qui se fait de l'intérêt pour les Vous avez le même discours que le président, Pas tout à fait, vous allez voir. À savoir qu'il y a quand même 3 acteurs dans ce dispositif, qui sont les financeurs, qui sont les demandeurs, les patients, et qui sont les effecteurs, tous les professionnels de santé. Il faudra bien que chacun y trouve son compte pour que le système s'équilibre. Ça, c'est une première chose qui va effectivement dépendre de la façon dont tout ça est mis en application. Maintenant, sur le titre, l'accès aux médecins est-il favorisé par la télémédecine? Attention à savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche l'accès aux médecins ou l'accès à la santé? Ce qui peut être un peu différent dans les objectifs du gouvernement et de nos dirigeants. La santé passe-t-elle uniquement par les médecins ou par tout un système homogène? C'est ce qu'il faut peut-être songer ce à quoi il faut songer à réfléchir pour que la connexion rende le service à tous, qu'on évite de perdre du temps et de l'énergie en connexion difficile, pour simplifier pour l'instant. Alors, en tous les cas, vous n'êtes pas tous les deux toujours rassurés parce que vous n'avez pas toutes les données, visiblement. Il y a un élément qui est majeur, qui est l'évolution des besoins réels, les besoins ressentis. Le ressenti. Je vois par exemple, est-ce que la télémédecine serait la meilleure réponse aux attentes des citoyens qui vivent, vous le savez, dans cette société d'immédiateté? Il suffit de regarder les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues. Si vous voulez. Comment se fait-il, selon vous, que... c'est moi qui pose les questions. Hein. Oui, mais c'est vous qui avez les réponses. Je plaisante. Alors, comment se fait-il, selon vous, que l'accès aux urgences est doublé dans les 15 dernières années, alors que l'accès aux médecins de famille et aux médecins libéraux n'est pas augmenté pour autant, et que la population n'a pratiquement pas augmenté? Si ce n'est une augmentation des besoins ressentis de la population, l'immédiateté dont vous parlez, faut-il servir tout le temps à tout le monde, sans discernement, ou re-augmenter un petit peu la pression sur l'éducation aux besoins de santé? La télémédecine, ce n'est pas la seule réponse, c'est sûr, à la demande du patient. Mais contrairement à ce que vous dites, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encore avoir accès aux médecins de famille. Mais comme il n'y en a plus beaucoup, voilà. Si, il y en a, mais on gaspille la vraie demande dans les enquêtes, c'est quand même le médecin de famille et l'accès à l'hôpital.
Oui, alors donc, sur l'accès à l'hôpital, je pense qu'on est en train de changer. Je pense que l'hôpital va devenir, disons, une offre de soins de plus en plus spécialisée et il va falloir s'y habituer. L'accès aux médecins de famille, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir accès à un médecin qui les suit. On est dans l'ère des maladies chroniques. 70% des dépenses d'assurance maladie C'est ça sont le changement de des maladies paradigme chroniques. majeur. C'est un changement de paradigme majeur qui n'est pas bien connu du grand public. C'est qu'on n'a pas la même médecine maintenant il y a 20 ans. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de maladies chroniques, professeur, Oui. que peut apporter la télémédecine pour soigner une maladie chronique qui nécessite, il faut avouer, qui nécessite beaucoup de gens, qui nécessite une médecine pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on va avoir un écran où il y aura toutes les parties prenantes, il y aura le médecin, le pharmacien, tout le monde. Ça sera une sorte de duplex à la télévisuelle ou quoi? Alors tout à fait, mais une maladie chronique, vous savez, tous les médecins découvrent la maladie chronique. Nous sommes sortis de la maladie aiguë avec la transition au milieu des années 80, et nous sommes dans la maladie chronique. Alors, simplement, et puis je vais donner la parole aux autres. Oui, bien sûr, mais tout le monde va avoir mais la parole. un patient diabétique, il faut qu'il ait 20 professionnels de santé pour son parcours de soins. Alors, il n'y a pas que des médecins, D'accord. mais il y a d'autres professions de santé. Donc, pour résumer ce qu'est une maladie chronique, ce n'est pas uniquement un médecin, c'est le médecin généraliste qui coordonne, c'est les spécialistes qui interviennent, c'est les infirmières, c'est les pharmaciens, c'est les kinés, c'est les diététiciens, c'est les podologues, etc., etc. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. D'accord. Donc, avant de vous passer la parole, une question de technologie. Comment vous mettez tous ces gens sur le même écran? Mais vous savez, vous nous donnez une idée, parce que clairement aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir accès à ces professionnels de santé en même temps. Et finalement, Et comment vous la allez faire? technologie aujourd'hui pourrait permettre, il suffit de faire une conférence call, comme on dit, Oui. une vidéoconférence à plusieurs, mais votre question, et finalement on y a pensé, mais elle permettrait de résoudre cette difficulté et parfois ce temps nécessaire pour rencontrer les différents professionnels du réseau de soins autour du patient et de réunir tout le monde au même endroit. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le projet de télésurveillance et le projet ETAP qui est engagé par le gouvernement en France, qui est en fait un projet d'expérimentation des télésurveillances des maladies chroniques. Et c'est là où justement les solutions technologiques, à la fois de stations de télémédecine à distance, mais aussi les plateformes qui permettent aux médecins de suivre son patient à distance, vont favoriser la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Merci. Vous vouliez réagir? Oui, moi juste dire que bon, il y a ce modèle-là effectivement qui est le plus comment dirais-je, télémédecine possible, mais il y a quand même aujourd'hui des maisons de santé, on va en reparler tout à l'heure. Oui, vous pouvez y aller Simplement maintenant, dire que là, on a tout le plateau sous le même toit de tous les professionnels de santé, donc ils sont là, qu'on se sert beaucoup de télémédecine dans la maison de santé parce qu'on peut avoir affaire à une téléexpertise par exemple, via Internet, et que là, on a tout sous la main. C'est-à-dire qu'on a l'humain, on a le lien, parce qu'on a des nouveaux métiers qui ont émergé par rapport à ça, et le lien avec la télémédecine reste très, très humanisé, très, très proche. Donc c'est quand même un modèle qui, on en reparlera tout à l'heure, j'espère, parce que c'est quand même Oui, quelque parce que chose de qui l'humain, émerge. on va en parler. Vous trouvez que c'est humain, vous, la télémédecine? Ah oui, tout à fait. Dans le cadre des maisons de santé, la télémédecine, c'est de l'humanisation de soins. Tout à fait. On est à l'opposé de ce que vous Mais pensez. pour ma grand-mère à Plougastel d'Aoulas, qui n'a pas la télé, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être plus compliqué pour elle. Ah ben si elle n'a pas le réseau, La c'est sûr. proximité, voilà. On en c'est reparlera tout à l'heure. Après, c'est technique. Alors, je partage effectivement ce que dit Brigitte, et pour compléter ce que disait le docteur Ferrier, c'est que la télémédecine, c'est la coordination et la coopération. Mais on a un vrai souci en France dans l'accès aux soins, c'est dans le lien ville-hôpital. Quand on discute avec les médecins hospitaliers, leur problème, à part les urgences, c'est que le patient, en général, est dans un système de soins programmés. D'accord. Alors qu'en ville, en ambulatoire, la majorité, ce sont des soins non programmés. Pour les pharmaciens accueillent des patients sans rendez-vous. Et on a des médecins qui ont des consultations libres et des rendez-vous, mais ce qui fait que dans le lien ville-hôpital, à un moment donné, lorsqu'on mettra en place des actes de téléconsultation, éventuellement dans les déserts médicaux, ça pourrait être dans des salles d'entretien qui sont présentes dans les officines,
pourquoi pas, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, Bien sûr. il y aura un modèle d'organisation à avoir derrière tout ça. Parce qu'effectivement, on va coordonner les acteurs, mais il va falloir intégrer ce modèle-là. Bon, je sais que ça vous fait réagir. Je le sens impatient de réagir. Contradiction immédiate à propos des soins non programmés et des soins programmés. La médecine de ville est organisée pour suivre les pathologies chroniques, comme tout le monde, par un plan de soins qui fait qu'on revoit le patient à échéance dépendant de la pathologie, avec programmation des différents examens nécessaires au suivi de ces pathologies chroniques. Ça ne peut pas, il n'est pas question, en dehors du problème intercurrent d'une urgence ou d'une complication imprévue, rester dans le soin non programmé. Oui. Et c'est d'ailleurs le problème de ces soins non programmés qui donne l'impression que l'accès au médecin est difficile. En fait, j'entends régulièrement dire « Ah, mais le gynéco, j'ai rendez-vous dans un an, c'est pas possible. » Mais si, c'est tout à fait possible. Si c'est pour un suivi régulier, on sait très bien que dans un an, il y aura une nouvelle consultation. Prends ton rendez-vous maintenant et c'est réglé. « Ah, mais je vais l'oublier. » Et il y a un moment donné où chacun doit prendre un petit peu ses responsabilités et décider de la qualité du suivi de sa santé. Tout à fait. Donc le soin non programmé est un problème qu'il faut qu'on réorganise parce qu'il y a une augmentation de la demande. Premièrement, vérifier que cette augmentation est légitime. Est-ce qu'on n'est pas en train de surfer sur une vague excessive en termes de demande de soins? Je parle de la demande, je ne parle pas des besoins. Et est-ce qu'ensuite, l'organisation ne peut pas être bipartite, des zones de non programmées et des zones programmées? Non mais on est d'accord, simplement ça c'est la vision médecin. Et c'est pour ça, les différents acteurs dans le monde de la santé font que les pharmaciens, et là on parle pour les pharmaciens, nous voyons des gens qui n'ont pas une consultation médicale programmée et qui pour autant expriment un besoin. Alors ce besoin est-il légitime? Ça c'est un autre débat. Mais on voit bien que l'accès aux soins, de par la vision des professionnels de santé, va être faite selon le prisme qui est de sa profession. Et c'est pour ça que c'est bien ensemble qu'on va essayer de constituer ce parcours de santé. Ensemble. Ensemble. Enfin, je sens bien qu'il y a la chicaya qui commence, on verra tout à l'heure. Ensemble, c'est certain, mais organisé. Oui. Alors, moi, j'ai une question sur la formation des médecins qui est quand même importante. Les étudiants en médecine d'aujourd'hui, ouverts aux nouvelles technologies de communication, est-ce qu'au cours de leurs longues études, ils ont accès à une formation spécifique à la médecine connectée? Et qui les forme? Qui les forme? C'est des techniciens des startups? C'est qui? Alors, ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Il n'y a pas de formation encore aujourd'hui, disons universitaire. Elle va sortir d'ici peu. Hein. Il y a un livre blanc des doyens des facultés qui va sortir dans quelques jours. Mais il n'y a pas d'organisation actuellement pour les futurs médecins. On peut le regretter, mais je dirais que ça va à son rythme. Parce que tout ce qu'on se raconte ici, si les jeunes médecins n'apprennent pas à s'en servir, je vous rappelle quand même qu'en France, c'est vous qui me l'avez dit, vous avez tous au moins 50 ans. Hein. Oui, tout à fait. Et même plus. Oui. Et même plus. Donc, si vous voulez, le problème aujourd'hui en France, et c'est vrai que personnellement, j'ai fait la remarque plusieurs fois au ministère de la Santé, il aurait fallu lancer en 2011, quand le premier programme de télémédecine a été lancé, il aurait fallu accompagner ça par une formation massive des professionnels sur le terrain. Bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait, ça coûte de l'argent, hein, mais il y avait de l'argent pour le faire. Par contre, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises, ce sont des diplômes universitaires de télémédecine, pour les gens qui sont en place, hein, qui font déjà de la pratique professionnelle s'ils veulent se mettre à la télémédecine. Mais pour résumer, les étudiants actuels, les futurs médecins de demain, n'ont pas encore dans leur cursus, disons, de programme de e-santé et de télémédecine. À ce sujet, justement, on est sollicité par nous, les industriels, pour venir et former, et notamment chez les kinésithérapeutes. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un module de formation pour les kinésithérapeutes et faire en sorte qu'ils puissent aussi proposer ces outils à leurs patients. Alors, il y a une nuance peut-être rapide pour la formation, c'est qu'il y a déjà de la télémédecine qui existe quand on fait la régulation en centre 15, n'est-ce pas? C'est de la médecine à distance s'il en est, et des exemples malheureux récents nous l'ont démontré. Il existe des formations des DU pour exercer cette pratique qui est la régulation en centre 15 d'une part, et d'autre part, je rappellerai quand même qu'on n'a pas appris à nos étudiants quand ils arrivent dans nos stages d'internat à écrire, et pourtant ils se servent de l'écriture dans l'exercice courant. Il me semble que... Les médecins n'ont jamais su écrire. C'est pour ça peut-être que vous lisez mal nos ordonnances. En termes de gestion de l'outil informatique et de connexion à distance, l'étudiant qui arrive chez moi comme interne, qui n'a pas Facebook, qui n'a pas un smartphone, je le vois vraiment d'un œil très curieux et ce sera une perle rare qu'on aura très grand plaisir à former s'il le faut à ça. Je vais demander au docteur Boitrelot. On a vécu un exemple de formation ensemble il y a quelques jours. C'était à Puteaux.
la journée des obèses. Et je me souviens que vous êtes venu avec ce qu'on appelle un troc. Vous savez, on peut appeler ça un camion, on fait les pizzas là. Enfin, vous n'avez pas fait le pizzaïolo ce jour-là, mais où vous avez embarqué de la technologie. Est-ce que ça peut servir à la formation des médecins et à des rencontres avec les patients en même temps? Vous voulez un micro? Il y a un micro dans la salle, Alice, tu veux bien? Oui, très brièvement, effectivement. Je crois que la formation est importante. On parlait de sécurité. Nous, les médecins qu'on forme, on en forme à peu près 1000 par an. Ça ne vous ennuie pas de regarder les gens pour leur Oui, parler? pardon. Donc des gens du bloc opératoire. Donc c'est en fait uniquement en général des chirurgiens. Et c'est vrai que dans ce truck, ce gros camion, on les forme. Alors aujourd'hui, on les forme surtout à la sécurité, à la traçabilité. Parce que le problème de la télémédecine, c'est de tracer ce qu'on a fait, parce qu'on a des problèmes médico-légaux importants. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, je crois, parce qu'on a là affaire à des gens qui sont en exercice depuis des années, et pour lesquels c'est vraiment un petit peu une révolution. Donc c'est un vrai enjeu. Donc ça peut être un outil. Ah ben, on a déjà commencé, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup. Une question qui a rapport avec on a parlé d'urgence, des hôpitaux tout à l'heure. Je pense à la récente affaire de la jeune Naomi, où ça n'a pas bien fonctionné. Je sais aussi que par ailleurs, le 15 reçoit, je crois, quelques 30 millions d'appels par an, c'est ça? Voilà, 30 millions d'appels par an. Alors, pour le coup, est-ce que la télémédecine peut régler le problème de la surcharge des urgences? Alors, moi, je le pense. Moi aussi. Je le pense parce que on est dans une société qui, depuis 10 ans, a des marqueurs, disons, évolutifs qui sont quand même très forts. On a parlé de... Moi, je suis un ancien hospitalier, hein, et j'ai vu, je dirais, les services d'urgence se surcharger progressivement en 15 ans. On est passé de près de 2 millions de venus aux urgences au début des années 2000. On est rendu à 20 millions maintenant, hein, de venus aux urgences. On est passé de quelques 10 millions d'appels au centre 15, dont on sait qu'il y a, avec la diminution de l'accidentologie, il y a moins de 1 million. Je crois que la ministre parlait de 700 000 aujourd'hui, urgences vitales, et on est à 31 millions d'appels au centre 15. Donc, la récente affaire très triste dont vous avez parlé, c'est que avoir des gens qui sont submergés par des demandes de conseils en santé, ça devient très difficile de repérer dans une discussion avec un appelant la véritable urgence. Hein. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut réorganiser la demande, comme vous avez très bien dit, hein, qu'il faut distinguer du besoin. Aujourd'hui, on a une demande sociétale d'immédiateté dans le domaine de la santé, et cette demande, elle progresse de plus en plus. Et je pense depuis l'arrivée des smartphones en 2007, on a vu notre société complètement changer. Donc je pense qu'en matière d'organisation de la demande de santé, ce qu'on appelle le conseil en santé, à mon avis, il faut aujourd'hui faire des mesures de réorganisation, et je pense que la ministre l'envisage, mais de mon point de vue, il y a des modèles, on en parlera peut-être tout à l'heure, en d'autres pays qui ont fait leurs preuves. Il s'agit là d'une part de communication qui est une forme de télémédecine si l'on veut, mais qui est collective, qui n'a pas de raison particulière d'être individuelle. C'est de la diffusion, c'est de l'éducation à la santé, de l'éducation thérapeutique, que le bon sens qui a disparu de mode éducatif évolutif, sans vouloir faire trop... Vous parlez pour les professionnels là. Non, pour les patients, pour le public, de reconnaître sur des éléments simples quand il y a besoin de faire appel à tel ou tel système. Est-ce que c'est vraiment urgent ou pas? Est-ce que cette fièvre-là peut attendre encore 24 heures? C'est vous leur demandez de faire le boulot, quoi, si j'ai bien compris. Non, de faire comme ont fait vos parents, les miens, pendant des années, et d'appeler avec bon sens quand il y en avait besoin, sans perdre pour autant de chance de... Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont cette perte de cette conscience? C'est vécu très régulièrement. Les patients, des patients... La prof que non, avec la petite Naomi, elle savait, qu'elle avait quelque chose. Hein. C'est le cas, c'est l'exception qui démontre la règle, à savoir qu'apparemment, il y a un dysfonctionnement dans la transmission du message et de l'appel, apparemment. Donc, c'est pas un médecin qui a répondu, voilà, donc revenons à ce qu'il en est. Mais je peux vous garantir que le nombre de patients qui encore grimpent à la consultation pour un nez qui coule depuis quelques heures, c'est pas du tout rare. Et ça, je ne pense pas que nos parents aient pu avoir l'idée de consulter pour ça. Dans cette affaire, il y a eu... Dans cette affaire, on va pas revenir longtemps là-dessus. Cette affaire, il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues, ce qui me fait poser la question. Je l'ai posée pour les médecins tout à l'heure, mais il y a tous les métiers de santé qui sont impactés par la télémédecine. Je pense aux infirmières en particulier.
Est-ce que là aussi, quelque chose est envisagé Dans comme un grand plan national pour tous ces personnels? Dans le recueil des données objectives, il est indiscutable que là, on va avoir un gain de qualité, parce qu'on aura une traçabilité. D'accord. On aura des recueils de données objectives, une prise de tension, une température, une hémoglobine glyquée, enfin des données objectives où il n'y a pas la notion du clinicien, mais qui seront interprétables en masse. Et là, la masse de données va avoir une valeur considérable. Ça, c'est certain. Pour revenir sur le parcours patient, justement, et éviter justement les surcharges inutiles, il y a quand même déjà des chiffres qui sont sortis en Europe. La Fédération internationale pharmaceutique parle du triage pharmaceutique, c'est-à-dire de cette capacité, et Pierre Simon le rappellera tout à l'heure avec le modèle suisse, mais ce modèle existe déjà en France, c'est-à-dire que les patients arrivent à l'officine, expriment leurs besoins, et nous avons déjà ce premier tri que nous sommes en capacité de faire, et je pense que le modèle qui est en train de se créer avec les coordinations, les délégations de tâches et les équipes de soins primaires, qu'elles soient en maison de santé ou en ESP ou en CPTS derrière pour les communautés professionnelles de territoire de santé, c'est de connaître les acteurs du territoire et puis de dire, écoutez, là, c'est pour reprendre le nez qui coule, ça ne nécessite pas une consultation tout de suite, on est en capacité de le gérer, et il va falloir qu'on ait le soutien des pouvoirs publics. Parce que on peut aussi parler du reste à charge des patients. Je veux dire, le patient, il va chez le médecin parce qu'il a besoin d'être rassuré. Et je pense que Brigitte confirmera, mais les veilles et les lendemains de jours fériés, les patients sont en panique parce qu'ils ne sont pas plus malades, ils ont juste peur, parce qu'ils n'ont plus d'accès aux soins. Et je pense qu'il y a cette notion de besoin, effectivement, de besoin ressenti, de temps médical qui est diminué. Il n'y a pas forcément moins de médecins, c'est du temps médical qui est différent et qui est en rapport avec les besoins augmentés de la population pour les maladies chroniques et pour tous les besoins exprimés. Brigitte, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais juste rajouter, parce que moi je suis très pratico-pratique, parce que les paroles, c'est vrai que elles sont toujours très, très positives, très belles. La réalité, le terrain, c'est tout autre chose. Parce que dès qu'on manie de l'humain, il y a d'abord cette partie-là qu'il faut mettre en place avant même la technologie, je dis. Et en termes de télémédecine, il y a quand même un mot-clé qui est la coordination et qui est l'humain. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on dérape vers une télémédecine. J'ai eu des échos sur votre discussion pour la convention là, pour la télémédecine. Qui dit, la téléconsultation, voilà, on va parler de chiffres, ça va être pris en charge pour le requis, le requérant. Et comment ça va se passer? Finalement, oui, le médecin, il va faire une téléconsultation chez un patient à distance. Moi, ça me sidère, parce que laisser un patient tout seul face à son écran, face au médecin pour faire une consultation, c'est pas possible. Déjà, on part de travers. Il faut vraiment humaniser cette télémédecine. Il faut que le patient qui soit à distance soit accompagné. Alors, c'est là qu'on voit l'émergence de nouveaux métiers, peut-être. On a des infirmières qu'on appelle les infirmières azalées, ou demain, les infirmières de pratique avancée qui vont arriver. Il va y avoir du personnel nouveau qui va pouvoir déléguer, à qui on va pouvoir déléguer cette tâche, de manière à déléguer du temps médical au médecin, et du vrai temps médical, mais le patient, au moins, laissons-le entre les mains de personnes qui sauront l'accompagner dans cette démarche-là, parce que quand même, mettre un écran face à une personne, c'est quand même pas commun. On n'est pas sûr d'avoir le résultat que l'on attend, alors que si on est accompagné, il y a quand même ce double effet, c'est-à-dire d'avoir des résultats qui soient fiables, et ensuite d'être encore dans l'humanisation. Encore une fois, attention, si la télémédecine part dans tous les sens dès le départ, parce que on va trop la rendre technique, là on va tout perdre. C'est certain qu'elle n'aura pas sa capacité, la capacité qu'on veut lui donner. Je vais juste rebondir sur le point technique. Oui. Mais simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui justement permettent d'éviter les erreurs humaines, qui vont redemander aux patients de reprendre ces mesures. Il n'y a pas obligatoirement tout le temps besoin d'une aide-soignante ou d'un soignant, d'un aidant formé à la technologie, puisque l'objectif, il est de retrouver justement des technologies faciles à utiliser. Mais en termes de désertification, de désengorgement des urgences, il y a aujourd'hui des solutions, des plateformes d'intermédiation qui permettent justement aux médecins, aux patients d'avoir accès à une plateforme médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que aujourd'hui, les plateformes existantes sont en mesure de répondre aux attentes des patients? Est-ce que je peux vous répondre? Bien sûr. Oui. Vous êtes là pour ça. Non, mais je le fais exprès. Donc, simplement pour dire, je crois qu'il faut clarifier le sujet sur la télémédecine. Il y a deux sujets sur la télémédecine. On n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Pas encore. Non, mais il y a
Les maladies chroniques, c'est 12 millions de personnes en France. C'est le besoin de créer des parcours de soins coordonnés sous la responsabilité du médecin traitant. Ça, la télémédecine va aider à structurer ces parcours de soins. Et c'est l'objet de la convention actuelle avec les syndicats des médecins. Et donc, ce sera ce qu'on appelle la consultation programmée, en grande partie. Et puis, il y a le deuxième sujet, c'est la demande sociétale qui nous bouscule actuellement, où les gens veulent utiliser la télémédecine pour faire la consultation immédiate du médecin. Et ça, on n'est pas aujourd'hui organisé pour y répondre. Et pourtant, c'est la principale préoccupation du patient, c'est de savoir tout de suite. Attendez. Si c'est la raison de pouvoir faire un tri. Il y a dans ces demandes des raisons tout à fait fondées, notamment les gens qui ont des maladies chroniques, qui n'arrivent pas à avoir la réponse. Mais il y a aussi des choses, comme l'a dit très bien mon collègue Ferrier, il y a aujourd'hui des demandes qui ne correspondent pas à des maladies, qui sont des demandes de santé. Hein. Et là, comment on va les gérer? Et il faut des plateformes de tri. Il faut trier les demandes. Alors, c'était la mission du Centre 15. Je pense qu'aujourd'hui, le Centre 15, je suis un hospitalier, disons, il est arrivé, à mon avis, au bout de ses capacités possibles, hein, avec 31 millions d'appels par an. Il y a des plateformes privées qui sont en train d'apparaître, et je pense qu'elles ont leur place à la fois dans le parcours de soins hein, des maladies chroniques, et probablement dans la délivrance de conseils de santé. Je prends l'exemple de deux pays, et je termine. La Suisse, Medgate, ça fait 15 ans. Comment vous l'appelez? Medgate, c'est ça? Medgate, ou Medivancat. C'est pour que vous sachiez, c'est pour que nos amis sachent que c'est. Voilà, ça a été mis en place par les assureurs, à peu près une vingtaine d'assureurs. C'est en place depuis le début des années 2000. Ils demandent à tous leurs affiliés, avant de se rendre chez le médecin, d'appeler la plateforme. La plateforme est tenue par des médecins et qui fait un premier tri de la demande. Et éventuellement qui fait une prescription, disons, thérapeutique si nécessaire. Mais vous savez, sur les demandes qui sont faites à la plateforme, il n'y a que moins de 8%, disons, d'ordonnances médicales qui sont prescrites directement aux pharmaciens. Ils ont créé un réseau intéressant avec les pharmaciens, les maisons de santé suisses, les hôpitaux, si bien que le parcours du patient qui appelle une plateforme est très structuré. Donc je pense qu'on a à s'inspirer du modèle suisse. Deuxième modèle, puisqu'on est dans les technologies ici dans ce congrès, il y a le NHS, National Health Service, qui teste aujourd'hui des chatbots pour faire le tri. Alors qu'est-ce que c'est un chatbot? C'est un robot qui va guider, je dirais l'appelant, et qui va lui permettre de s'orienter en fonction. Alors, on n'a pas le résultat encore. Ça fait exactement 8 mois que l'expérimentation est en cours, mais je sais que dans cette salle, il y a des partisans des chatbots qui vont. Je crois qu'il y a même un atelier qui est consacré à cela. Et je pense qu'il y a peut-être des solutions dans le domaine de la robotique pour faire le premier tri d'une demande en santé. Bon, alors dans quelques instants, on va parler du rôle des pharmaciens dans ce système. On va parler des regroupements aussi de médecins. Pour l'instant, moi, c'est mon sentiment. La téléconsultation, c'est quand même un privilège des riches, puisqu'ils obtiennent des réponses immédiates, mais ces réponses ont un coût. Je crois que c'est entre 25 et 30 euros, c'est ça? Pour les systèmes privés, probablement, mais justement, la convention est en train d'évoluer, elle va être signée dans les jours à venir. On est sûr qu'elle sera remboursée, cette consultation? C'est la téléconsultation programmée. C'est-à-dire mais l'autre, elle ne sera jamais remboursée. Alors, pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux. Dans le dispositif médical, il y a deux aspects qui sont prévus conventionnellement entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats médicaux, qui est d'une part la téléconsultation, d'autre part la téléexpertise, qui sont deux choses différentes. Et là, pour clarifier vraiment le dispositif à venir, la téléconsultation, son déploiement est prévu à partir de la fin 2018, début 2019, sur un plan bien précis, avec pour l'instant les aspects techniques encore trop flous, mais on parle juste de réseau et de connexion sécurisée et de dispositifs de transmission en visioconférence uniquement. À l'évidence, il y aura deux centres d'intérêt possibles qui sont soit effectivement la pathologie chronique pour réaliser des consultations interconsultations présentielles pour le suivi,
Au lieu de voir mon hypertendu tous les mois, je le vois tous les 3 mois et 2 fois en visio, on peut avoir quelque chose d'intéressant si en plus les objets connectés sont là et que le pharmacien qui délivre tous les mois vérifie que grosso modo on est sur les rails. On peut économiser du temps là. Ensuite, il y a la téléconsultation avec les professionnels de santé à côté, dans les EHPAD, dans les points reculés, dans les points défavorisés en termes d'équipement en médecin. Et la téléexpertise, en revanche, elle, c'est un professionnel hors la présence du patient qui demande un avis à un autre professionnel. Et là, on échange des données photographiques, iconographiques, biologiques et autres pour pouvoir concrétiser concrétiser et consolider le diagnostic et la conduite à tenir. Dans tous les cas, il y a un financement qui est prévu, avec des remboursements qui sont jugés pour l'instant insuffisants. Et c'est pour ça qu'il y a une période d'1 an qui est déterminée comme étant une période d'observation, avec conventionnellement prévu, revoir la façon dont ça s'est déployé. Est-ce que les différentes parties y ont trouvé leur intérêt? La caisse, les patients, les médecins. Avant de parler de la médecine regroupée, est-ce que je peux rebondir 2 secondes sur pour compléter? Si c'est 2 secondes, il n'y a pas de problème. C'est possible. Je voudrais dire qu'il faut bien distinguer aujourd'hui la téléconsultation programmée de la téléconsultation immédiate. Aujourd'hui, le problème des pouvoirs publics, c'est comment mieux organiser la téléconsultation programmée dans les régions en sous-densité médicale. Eh ben, j'allais en parler. C'est formidable. Et on va... vous voulez que je vous donne une idée? Allez-y. Moi, je demande que ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le constat qui est fait, ce n'est pas une diminution du nombre de médecins, c'est une diminution du temps médical, ce qui est une chose différente. Oui. Aujourd'hui, nous avons changé de génération de médecins et le temps médical consacré à la médecine a considérablement diminué, alors que le nombre de médecins augmente. L'adresse a fait un rapport montrant Plus 10 000. Hein? Plus 10 000. Plus de 10 000. Non, mais, Hein? Donc, le nombre de médecins augmente et l'accessibilité aux médecins diminue. Donc, c'est un temps médical. Je pense que les générations changent. Ils veulent avoir une vie privée. Ils ne veulent pas faire 70 heures d'exercice professionnel. Donc, il faut qu'on gère cela. Hein? Et donc, dans les zones en sous-densité médicale, il faut aujourd'hui, de mon point de vue, hein, c'est le point de vue de la société française également, c'est qu'il faut que les plateformes de télémédecine qui se mettent en place, hein, notamment, il faut qu'elles rentrent dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles travaillent avec les médecins généralistes. Moi, je vois très bien, par exemple, un médecin, lorsqu'il part en week-end, au lieu de dire « en mon absence, vous appelez le centre 15 », qui disent « en mon absence, vous avez la plateforme Intel, hein, qui, de toute façon, me dira, si vous l'avez appelé, qui transmettra, disons, le compte-rendu de la consultation que vous avez demandé pendant le week-end, et je le mettrai, la traçabilité, je le mettrai dans le dossier patient. » Cher professeur, je vous remercie, vous venez de me casser mon cou. Parce que alors, la question suivante, elle intéresse justement les déserts médicaux et les déserts. Les déserts tout court. Ici, on est entre Monaco et Nice, il y a des ruraux. Certains n'ont pas accès au numérique. Et en France, ils sont près de 8 millions. Contrairement à ce que vous dites, à subir la double peine, c'est-à-dire désert médical, désert numérique, car pas de réseau. Et désert d'éducation et désert de mairie. On est d'accord ou pas? C'est un désert. Mais le professeur vient de dire un peu le contraire quand même. Hein. Non, c'est un problème qui est au moins autant politique et social que médical. D'accord. Non, il y a des solutions. En attendant que le programme... On y va aux solutions tout de suite avec Brigitte dans quelques instants. D'accord, mais je dirais qu'il y a d'une part les solutions privées. Hein, il faut que les opérateurs pensent un petit peu aux besoins de santé avant de penser aux besoins purement de rentabilité de leur système. Hein. Je préviendrai M. Bouygues de ce que vous venez de me dire. Mais il faut fédérer les réseaux. C'est pas normal que quand je suis avec tel opérateur, je suis en zone blanche alors que l'opérateur concurrent n'est pas en zone blanche. Donc il faut essayer aujourd'hui de faire en sorte que dans le domaine de la santé, on puisse mailler le plus grand possible, la surface la plus importante du territoire. Et quand on n'y arrive pas, il y a des solutions avec le satellite. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des initiatives qui vont être prises très prochainement, hein, disons, de faire de la téléconsultation mobile par satellite. Bon, allez, on va parler maintenant des pharmaciens, mais d'abord, dans le domaine des solutions, Brigitte, en tant que représentante de l'exercice de la médecine regroupée, les maisons, les pôles de santé ne sont-ils pas mieux préparés à la télémédecine? Et d'abord, combien il y a de maisons de santé en France? Combien il y a de maisons organisées? Oui, alors je vais vous répondre. Je vais d'abord dire que je remplace le docteur Pascal Gendry, qui est président de la FFMPS,
et que c'est très symbolique aujourd'hui pour les professionnels de santé, parce que ça veut dire qu'un médecin fait confiance à une pharmacienne, une simple pharmacienne, et qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a bien quand même aussi, moi je le précise, une évolution quand même des mentalités et des cloisons qui sont tombées. Et ça, c'est vraiment tout à fait notable aujourd'hui, je tiens à le préciser. Alors, il y a effectivement aujourd'hui un peu plus de 1000 maisons de santé. Je parle de maisons de santé labellisées, agréées, c'est-à-dire celles qui ont passé les étapes du dossier, du projet de santé, et qui ont passé le cap aussi de l'accord l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc, il y en a à peu près 1000. Alors, je voudrais aussi reprendre quelque chose qui me heurte aussi, c'est que la télémédecine, comme les maisons de santé, ne sont pas en premier la réponse à la désertification. C'est la réponse à une meilleure coordination des soins, donc une meilleure prise en charge du patient. Ça, j'y tiens absolument, parce que bon, s'il n'y avait pas ça, ça serait quand même un petit peu léger. Donc en second cas, effectivement, ça peut être aussi une réponse à la désertification. D'accord. Alors est-ce que la télémédecine ajoute à ce regroupement? Bien sûr, parce que... En efficacité. En efficacité, mais c'est logique. C'est un modèle, la maison de santé, c'est pas le seul, c'est un modèle aujourd'hui qui va certainement être complété rapidement, qui permet une collaboration, même si j'aime pas ce terme, des professionnels de santé au sein d'une même structure, qui partagent des protocoles communs, ça veut dire qu'on parle le même langage, qui partagent un système informatique sécurisé, pluriprofessionnel, avec une messagerie sécurisée. Donc ça veut dire que tous les actes que certaines maisons de santé aujourd'hui font en termes, par exemple, de télé-expertise, sont des actes sécurisés. On n'a plus la photo qui part comme ça, on ne sait pas où, chez le dermato, voilà, et qui font gagner du temps parce qu'on a une réponse rapide, prise en charge par, comme je le disais tout à l'heure, des nouveaux professionnels de santé, des nouveaux métiers. On a des coordinatrices qui gèrent ces maisons de santé, on a des infirmières asalées qui aident les médecins et qui permettent de déléguer, le médecin délègue des tâches à cette personne. Et c'est du temps médical gagné. C'est vraiment du temps médical gagné. Et de la sécurité. Et elles sont formées à la télémédecine, ces personnes, ou pas? De toute façon, il faut bien se mettre dans l'idée qu'on est un groupe dans cette maison de santé, qu'on se forme ensemble, qu'on discute sans arrêt ensemble, qu'on échange, parce que c'est facile de changer, pas de trottoir, mais de couloir. Du coup, hein. Et lorsqu'on se retrouve à la machine à café pour discuter entre nous, parce qu'on prend 5 minutes de pause, c'est vrai que là aussi, c'est un moment privilégié. C'est pas bon pour la santé. C'est un moment privilégié où on peut effectivement parler aussi de télémédecine et donc voilà, aller vers cette amélioration de la prise en charge du patient. Donc ça, c'est très très important. Et sécurité et donc traçabilité. Donc vous êtes déjà équipé quelque part en partie? Moi, je pense qu'on est... on est encore un laboratoire un petit peu d'expérimentation de ça, hein, parce qu'on y trouve justement les ingrédients qu'il faut pour que la mayonnaise prenne. Pour que la télémédecine prenne, comme je le disais, il faut quand même travailler en coordination. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, vous disiez que vous travaillez en coordination avec les pharmaciens. Ben, je suis pharmacienne moi-même. Oui, mais avec les maisons de santé et les pharmaciens. Oui, tout à fait. D'accord. Je vais me tourner vers vous. Oui. Alors donc, Brigitte, oui. Non, vous vouliez dire quelque chose avant? Non, ce que Brigitte vient de dire, les maisons de santé sont effectivement, je dirais, en avance par rapport aux professionnels de santé en ville qui ne sont pas structurés dans ces maisons de santé. Et je dirais que c'est un laboratoire. Ce que vient de dire Brigitte, ça nous parle, à nous les pharmaciens qui ne sommes pas en maison de santé, et à tous les autres professionnels de santé, infirmiers, kinés, médecins, laboratoires d'analyse, il ne faut pas les oublier, hein, puisqu'ils font aussi partie du parcours de santé et de manière très importante, puisqu'ils sont systématiquement dans le carrefour de la prise en charge des pathologies chroniques. Et c'est vrai que dans la constitution et dans la construction de cet outil d'échange et de partage qu'est la télémédecine, ça va être un petit peu plus difficile pour les professionnels qui existent en libéral. Alors, il y a des choses qui se sont mises en place, qui sont plus souples que les maisons de santé. Ce sont les équipes de soins primaires, parce que pour une maison de santé, il faut au moins 2 médecins et un paramédical, alors que pour une équipe de soins primaires, il faut juste un médecin. Ça peut répondre en partie au problème de temps médical diminué. Et puis vous avez les communautés professionnelles de territoire de santé. Ça c'est issu de la loi du 26 janvier 2016, dite loi de modernisation, et qui permet aux 3 acteurs en fait du parcours de santé. Ces 3 acteurs, c'est le monde hospitalier, le monde libéral et le monde médico-social, parce qu'il ne faut pas oublier les aidants. La population vieillit, et les aidants, et dans le cadre de l'utilisation des applications en santé, c'est fondamental.
aujourd'hui l'accompagnement du patient, les nouveaux métiers, il faut intégrer le monde médico-social. Je ne m'attendais pas à ce discours. Non, mais attendez, parce que moi, il faut que je parle des pharmaciens maintenant, parce que finalement, ce sont les grands gagnants du coup, là, dans cette affaire, j'ai l'impression. Hein. Non, mais je voulais simplement dire qu'Agnès Buzyn, hier, pendant la Paris Healthcare Week, justement, a annoncé que la télémédecine était une des solutions pour répondre aux difficultés de prise en charge dans les EHPAD et dans les établissements médico-sociaux. Donc, on est en plein dans cette actualité. Alors, moi, la question, c'est à qui profite le crime, surtout. Je pense que c'est aux pharmaciens. Je pense que c'est aux patients, et c'est Non, l'objectif. Mais c'est un mot, c'est pour faire un mot. Bon, dans vos officines, pourtant, vous êtes déjà équipés d'objets connectés, vous les vendez même. Moi, j'ai acheté un tensiomètre il n'y a pas très longtemps. Pour vous, c'est pain béni, quoi. Alors, d'abord, vous avez déjà des petits coins. On peut rappeler quand même une chose avant tout, c'est que nous avons été la première profession de santé à avoir créé le premier outil de partage de données sécurisées, qui est le dossier pharmaceutique. Aujourd'hui, on est pratiquement à 37 millions de dossiers. Donc voilà une profession qui a été déjà modernisée sur un outil de partage des données de santé. Donc on va aller plus loin maintenant. Mais voilà, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, ça sécurise le parcours dans le cadre de la prévention de la iatrogénie. Et puis demain, le DMP. Parce que moi j'ai vu dans vos pharmacies, vous avez déjà des petites salles confidentielles, vous traitez la bobologie. On a les salles d'entretien, effectivement. D'ailleurs, quelquefois, vous allez loin dans le conseil. Est-ce que vous vous substituez pas, pardon, c'est pas facile à dire, aux médecins quelquefois, là? Je ne veux pas mettre la zizanie, mais... Dans notre responsabilité professionnelle, dans le cadre des bonnes pratiques... Non, il y a une vision des médecins qui est déplorable. Parce que d'abord, vous dites on vend pas, on délivre, on dispense, on conseille. Je parle des pharmaciens. Non, mais oui, non, mais voilà. c'est vrai que on est vraiment des partenaires dans le parcours de santé. Chacun son métier. Bon, professeur, allez-y. Non, moi j'aimerais bien... Dites la loi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, les pharmaciens, disons, on les redécouvre dans leur métier. Ça fait plaisir. Quoi, pardon, j'ai pas entendu. On les redécouvre. On les redécouvre. Elles aiment bien ce terme-là. Hein. Donc, je pense que, si vous voulez, moi qui suis un hospitalier, en plus j'étais néphrologue, donc j'ai vu énormément d'accidents médicamenteux qui ont touché les reins, qui ont détruit des reins. Et aujourd'hui, nous avons 10 000 accidents par an médicamenteux. Or, le pharmacien, c'est le spécialiste du bon usage du médicament. Et ça a été rappelé par la ministre de la Santé. Et je crois qu'il faut intégrer aujourd'hui dans le parcours de soins le pharmacien, notamment les organisations avec la télémédecine, développer ce que j'ai appelé la téléexpertise du pharmacien sur le bon usage du médicament. Et lorsqu'il y a une intolérance, je ne sais pas si un jour vous avez eu une intolérance à un médicament. Pas encore, mais ça peut venir. Mais, eh bien, vous savez, on ne sait pas comment gérer une intolérance au médicament parce qu'elle est individuelle. On est dans la médecine personnalisée pour l'intolérance aux médicaments. Et ça, on a besoin du pharmacien pour les repérer rapidement et éviter qu'il y ait premièrement l'arrêt des traitements, surtout on est dans les maladies chroniques, et puis essayer d'éviter, disons, des effets secondaires plus graves des médicaments lorsque le premier effet secondaire apparaît. Et ça, je pense que c'est de la coopération entre, pas collaboration, coopération, dans le parcours de soins avec les médecins. Mais vous dites quelque chose de très juste, on redécouvre cette profession. Pourquoi ? Parce que justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la coordination, le mot coordination est quand même un mot qui aujourd'hui, voilà, on le dit partout. Et cette coordination a fait tomber des murs. Aujourd'hui, on a moins peur du médecin, on n'a plus peur du médecin. Parce que bon, dire à un médecin qui s'est trompé parce qu'il a mis une posologie trop élevée pour eux, je vous assure que c'était des pincettes qu'il fallait prendre jusqu'à présent. Aujourd'hui, bon, ça passe très bien. Au niveau des... L'excuse de l'écriture. Dès l'instant, pardon, j'ai pas entendu. Il y avait l'excuse de l'écriture, c'est fini avec l'ordinateur. Non, mais l'ordinateur, des fois, il se trompe de ligne encore. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir aujourd'hui, quand on travaille vraiment en coordination, d'être face à face, et se dire, voilà, ben, y a ça, comment on fait, comment on gère et tout, les murs sont tombés. Donc, effectivement, la profession, on la redécouvre. Ben, et donc, vous entendez tous maintenant? Ah ben moi, pour moi, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de problème entre le médecin et le pharmacien. Je dirais, pour un petit peu l'avis du néphrologue, aujourd'hui, on découvre l'insuffisance rénale du sujet âgé. On a de moins en moins de capacité de filtration des médicaments, disons, chez le sujet âgé. Et grâce aux pharmaciens, on va éviter des surdosages. Parce que le pharmacien est très attentif à ces choses-là. Pour le renouvellement, par exemple. Et pour le renouvellement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait cette coopération avec le pharmacien, car on a de plus en plus de gens âgés qui ont des pathologies complexes associées et la manipulation des médicaments devient de plus en plus difficile. Tout à l'heure, vous parliez de iatrogénie. Il y a en France un COPIL
bon usage du médicament. Nous avons fait une journée le 22 mars à Paris pour lancer tout un tas d'initiatives sur le bon usage du médicament. En l'occurrence, on travaille, donc les syndicats de pharmaciens avec les pouvoirs publics, à la possibilité de valoriser sur l'ordonnance des constantes biologiques qui sont importantes dans la prise en charge du patient âgé. Et c'est bien, encore une fois, c'est du pratico-pratique. Mais le renouvellement, justement, le renouvellement de ces ordonnances, comment vous arrivez à les contrôler? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir zapper le médecin et aller directement Mais le médecin fait une ordonnance pour un mois, on délivre pour un mois, ça veut dire qu'il y a une programmation le mois suivant. Si le médecin juge que le patient peut avoir 3 mois de traitement et qu'il le revoit au bout du 4e, il fait une ordonnance avec un renouvellement. Et si il n'était pas disponible et que le patient avait un besoin urgent de son traitement chronique, la loi nous permet de faire un renouvellement exceptionnel d'une boîte par ligne de traitement, on informe le médecin. Je veux dire, on est dans la confiance, on est dans la coordination. Si bien évidemment il y avait un accident iatrogène... Surtout entre professionnels. Comment Et surtout entre professionnels. On est entre professionnels. Vous savez ce que vous faites et nous aussi en principe. Bon, ben bravo. Voilà. C'est du bon sens. En fait, c'est du bon sens. C'est du... Alors, puisqu'on a quelqu'un qui touche à la technique de cette télémédecine, puisque vous travaillez pour une start-up, entre autres, bon voilà, vous êtes forcément partisane, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'apportent les nouvelles technologies? Parce que l'année dernière, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Vous regardez justement, nos amis. Oui, mais je voulais rebondir. C'est eux qui vont vous poser des questions après. Non, Comment? mais justement, c'est vrai que chez Visiomed, depuis 10 ans, Ouais. on a considéré le pharmacien comme l'acteur clé et l'acteur qui va justement favoriser et mettre en place les point of care, les services de télémédecine. On le sait, le pharmacien est la première personne que le patient va aller voir pour un premier conseil. Et c'est justement ce rôle de conseillère qu'on voudrait optimiser et mettre à profit avec les services de télémédecine. On a développé une station de télémédecine connectée qui s'appelle VisioCheck et qui est en fait qui s'intègre complètement dans l'officine en service de point of care. Donc, comme vous disiez, justement, Sophie, c'est cette petite cabine de télémédecine à l'intérieur de l'officine, de télémédecine, mais aussi surtout de prise de mesure de signes vitaux qui vous permet à vous déjà d'avoir un premier triage et une première analyse. Donc voilà, on essaye derrière aussi de créer une plateforme qui va permettre aux médecins d'être capables d'avoir des alertes en fonction de son patient. Donc la plateforme s'appelle BeWell Expert, qui est elle-même interopérable avec le dossier patient informatisé, notamment avec CGDIM, avec qui nous avons un partenariat stratégique qui nous permet justement aujourd'hui de proposer la remontée des données de manière sécurisée sur le dossier médical et le logiciel déjà utilisé par le médecin. Donc ça aussi, la réticence au changement est parfois liée à la difficulté d'utilisation de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, on essaye, nous, d'adapter nos technologies à ces logiciels déjà utilisés par les professionnels de santé. Voilà un changement de paradigme important. Ce n'est pas le professionnel qui doit s'adapter à l'outil, c'est l'outil qui s'adapte au professionnel. Exactement, tout à fait. Alors, il y a une question existentielle que j'ai envie de poser avant de donner la parole à la salle. Encore 2-3 questions. Et ma vie privée dans tout ça, comment ça se passe? Non, mais allez-y. Non, mais... Pardon? Le choix, c'est entre être privé de vie et c'est ça. À certains moments, oui. Mais non, mais parlez devant le micro. À certains moments, Et oui. ma vie privée, qui va être comme ça... Alors, non, faut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens de faire en sorte. Moi, j'ai pratiqué la télémédecine pendant presque 20 ans. Chez les patients dialysés, qu'on dialysait à distance, je peux vous dire que la discussion qu'on avait en téléconsultation avec les patients qui étaient dialysés à 100 km, elle était tout à fait confidentielle. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, disons, de parler de façon confidentielle, disons, à un patient. La vie privée, ça fait partie du secret professionnel. Vous savez, les professionnels de santé, ils sont habitués, disons, à cette notion de secret professionnel. Et vous savez qu'il y a dans le code de déontologie, il y a des articles qui disent que il n'y a pas uniquement la connaissance du problème médical, mais il y a tout l'environnement, disons, d'un domicile qui fait partie du professionnel. Et donc, même dans la télémédecine, quand on utilise, je dirais, les outils, disons, de communication par vidéotransmission, on rentre dans le secret professionnel et il faut que les professionnels de santé le respectent.
Et Ça, justement, non. on sécurise Oui. l'intégralité de ces communications grâce à des clouds sécurisés, des services de données de santé sécurisés. Et la dernière réglementation de RGPD de la Commission européenne redonne confiance également à la gestion des données de santé. Alors, la sécurisation des données, c'est un problème éternel, puisque jusqu'à maintenant, on pouvait toujours fracturer un cabinet médical, voler un dossier médical, le consulter à bien sûr. l'hôpital. Le problème n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la conséquence. Puisque un dossier médical qui part sur Facebook, il est vu par je ne sais pas combien de millions de personnes, alors qu'avant ça, il était vu par le cambrioleur, point à la ligne. D'une part. D'autre part, quand on arrive à collecter des données, quand un assureur malveillant arrive à capter un ensemble de données de data, il a effectivement la main sur un nombre considérable de données qui peuvent avoir un impact commercial. Donc la sécurisation est peut-être plus efficace, par contre elle est à plus grand risque. Et d'ailleurs, le docteur Boitrelot, qui travaille avec un cabinet d'assureurs, est-ce qu'avec la télémédecine, il n'y a pas un risque supplémentaire de créer de nouveaux contentieux entre le patient et le médecin? Prenez un micro. Navré d'intervenir encore, mais... Non, mais parce que c'est une question qui se pose. Non, il y a un risque majeur. Vous avez déjà des contentieux que vous gérez, déjà des alors contentieux est-ce qu'il y a un risque existent. majeur? Nous, ce cabinet en question, on n'assure que des chirurgiens et des anesthésistes, donc on voit l'implication qui est forte, et c'est vrai qu'il y a un vrai problème. On parlait de traçabilité, de suivi, comment prouver qu'on a fait correctement les choses ou pas, et sécurisation des données. Avec les nouvelles lois qui arrivent, on a un vrai problème de données médicales. Est-ce que les cabinets médicaux sont sécurisés? On a des vraies interrogations aujourd'hui. Et ça, c'est un problème qui va, à mon avis, être important dans les mois qui viennent. Si vous me permettez de Oui, rebondir, bien sûr. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est pas si mal placée que cela. Moi qui voyage pas mal à travers le monde, vous savez, quand on voit un pays qui développe un programme de télémédecine, il dit il y a une chose que je veux un cloud national. Je ne veux plus que mes données de santé aillent dans la Silicon Valley. Et donc, aujourd'hui en France, on a fait en sorte que ça n'y aille pas. On a des hébergeurs de données de santé, hein, et je pense qu'on a été quand même, précurseur dans la protection des données de santé, puisque la CNIL a été créée en 1978, et qu'à chaque loi sur la santé, il y a eu une amélioration, je dirais, de la protection des données de santé. Et aujourd'hui, le RGPD, je peux vous dire que la France est tout à fait prête à l'assumer. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. D'accord. Bon, écoutez. Il est quand même important de rester oui, dans la comparaison avec l'existant. Aucune loi n'oblige à ce que notre cabinet médical soit avec une porte blindée. Ah non, Pour le dossier papier mourant actuellement. En termes de sécurité informatique, aucune loi ne nous impose autre chose qu'un logiciel certifié, point à la ligne. L'hébergement de nos données dans nos disques durs, dans nos cabinets, n'a pas obligation légale à être particulièrement protégé. D'accord. Alors, c'est l'état actuel. Écoutez, je suis sûr que je n'ai pas été exhaustif dans mon questionnement, et je vous fais à nouveau la proposition dans cette salle. Vous allez avoir des micros. Alice Berthaume, qui travaille avec moi et à qui on doit d'ailleurs le petit document tout à l'heure de Canal+, pas le premier, mais le second. Alice, est-ce qu'il y a des micros dans la salle, oui ou pas? Voilà. Donc, vous allez maintenant pouvoir poser ou vos questions, ou alors vous apporter des choses à notre réflexion. Vous êtes tous prêts à répondre? D'abord, je voudrais qu'on les applaudisse, parce que franchement, ils ont été formidables, de spontanéité. Voilà. Alors, qui veut poser des questions? Vous levez la main. Voilà. Merci madame. Bonjour, Alexandre Maisonneuve, je suis cofondateur et directeur médical de CARE, donc une société de téléconsultation. Vous avez posé une question volontairement très provocatrice tout à l'heure sur à qui profite le crime. Donc, je ne pense pas que ce soit question de crime. La discussion est-ce que vous entendez tous bien? Oui, ça va. La discussion est partie ensuite sur les pharmaciens. Je ne pense pas qu'ils profitent d'un crime, mais effectivement, il y a une vraie collaboration qui est en train de se mettre en place. Et on voit comme les groupements de pharmacie et les syndicats sont intéressés justement par cette discussion actuellement. Je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout les praticiens, les premiers bénéficiaires de cette situation. Les patients en termes d'accès, vous l'avez dit, mais si on parle de à qui profite le crime, donc finalement à qui profite le crime sur le plan pécunier, ce sont surtout les praticiens, et tant mieux, je dirais, parce que
Pourquoi est-ce que l'assurance maladie décide de mettre la téléconsultation dans le droit commun? Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux patients ou aux pharmaciens ou aux praticiens. C'est parce que derrière, elle estime qu'elle peut faire une économie de 2,6 milliards sur les hospitalisations injustifiées et sur les transports sanitaires. Donc finalement, ça s'appelle de la maîtrise médicalisée. On déplace des coûts des transports sanitaires ou des hospitalisations injustifiées vers des consultations. Par ailleurs, qui sont déjà saturés. L'assurance maladie. Alors oui, donc là, après, il y a un problème, je suis d'accord, de mobilisation de temps médical. Monsieur Simon, vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de médecins qui n'a jamais été aussi élevé, mais avec un temps médical aussi faible. Alors on peut éventuellement, sur le plan syndical, je pense que peut-être vous avez un avis un petit peu différent, mais je vous sens bouillir. Mais effectivement, on a bien un vrai problème de temps médical. Les temps médicaux, ils existent parce qu'en fait, on a de plus en plus de médecins qui travaillent à temps partiel pour X raisons, mais qui ont malgré tout, sur les moments où ils ne sont pas en cabinet, des temps disponibles. On a des médecins remplaçants qui n'ont jamais été aussi nombreux. Quand ils ne remplacent pas, ils ont des temps disponibles. On a des jeunes retraités qui sont en pleine forme, qui ne demandent qu'une chose, c'est à continuer à travailler et qui sont disponibles. Donc il faut maintenant qu'on ait une vraie réflexion ensemble pour savoir comment mobiliser ces temps disponibles. En tous les cas, j'ai bien compris que c'est la sécurité sociale qui va boucher son trou grâce à vous, grâce à la télé. Non, pas grâce à moi, mais elle va faire des économies sur des choses qui sont actuellement a priori injustifiées. Qui veut pour justement attendez, augmenter c'est des réponses temps, de 30 secondes. Tout à fait. Parce pour que là, augmenter ce temps médical, on est short, justement, la mobilité recherchée par ces professionnels de santé, c'est à ce moment-là que l'ubérisation de la santé et leur proposer des solutions qui soient mobiles avec la possibilité de faire une consultation n'importe où pour n'importe quel patient, c'est à ce moment-là qu'on augmentera le temps médical. Rapide élément de réponse aussi, du temps médical, on en gagne entre 20 et 40% selon une étude qui a été faite à la fac à Nice, simplement en déchargeant le médecin des tâches administratives. Ça, c'est un pavé dans la mare qui économiserait, qui ferait embaucher environ 50 000 secrétaires en France pour gagner 30% de notre temps médical, pour les généralistes. Bon, après, où vient vous, monsieur, pardonnez-moi. Vous êtes gentil de vous présenter parce que... Oui, Marc Solaire, je suis chirurgien. Parlez plus près, monsieur. Je crois qu'il y a un fantasme sur le temps médical. Je connais bien le problème des déserts médicaux, je suis blogueur, j'ai interviewé des confrères dans les contrées... j'allais dire arriéré, du Nord Aveyron, par exemple, où je ne vois pas comment vous pouvez dégager du temps médical. Les maisons de santé fonctionnent avec une béquille. Il n'y a pas 2 médecins dans certaines maisons que j'ai rencontrées. Il y a un seul médecin. On arrive à bricoler en prenant un autre médecin du village d'à côté pour essayer de faire fonctionner une maison de santé. Je crois qu'il y a un déficit de temps médical. Je ne sais pas, cette formule qui est très à la mode du temps médical, je pense qu'elle est surfaite, elle n'est pas en accord avec la réalité. Je pense qu'il y a un manque physique de praticiens en attendant que les nouveaux outils, et moi je crois que notamment la télémédecine et toutes les nouvelles technologies dont on parle actuellement vont dégager du temps médical, ça c'est certain. Dans quelques années, pas demain, pas après-demain. Les médecins ont 55 ans, ils prennent leur retraite et les déserts médicaux vont dramatiquement s'aggraver dans les 10 années qui viennent. Et ça, vous n'aurez pas, aujourd'hui, vous ne mobiliserez pas du temps médical. Je ne connais pas massivement des médecins oisifs qui sont tranquillement dans leur cabinet et qui ont du temps pour aller courir la campagne. Je pense que c'est un fantasme. Merci de votre réflexion. Parlez près du micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend mal. Simplement à ce temps médical dans les maisons de santé. Pourquoi, même quand il n'y a pas suffisamment de médecins, parce qu'on vous le dit très bien, il y a certaines... Alors, c'est toujours pareil, on aime bien faire du buzz sur des cas particuliers. Il y a effectivement quelques maisons de santé où il y a eu perte de médecin, où il n'y a plus qu'un médecin. OK. Mais le temps médical, quand même, quand vous vous trouvez dans une maison de santé où il y a à peu près 10 à 12 professionnels différents, d'exercices différents, vous avez la sage-femme qui va prendre en charge les frottis, tout ça que le médecin faisait avant. Il va y avoir la diététicienne qui va prendre en charge le régime que l'essaye de mettre le médecin généraliste. Il va y avoir la psychologue qui va prendre en charge le blanc. Et tout ça fait que le médecin généraliste se repositionne sur son cœur de métier et gagne du temps médical. C'est comme ça qu'à la base, mais vraiment très basiquement, on arrive à avoir une meilleure rentabilité, j'aime pas ce terme, mais on peut effectivement avoir des médecins qui peuvent faire un petit peu plus et mieux puisqu'ils se concentrent seulement sur leur activité. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour répondre aux collègues, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est pas vous prenez l'augmentation du numerus clausus, mais il y a des chiffres quand même qui interpellent et personne ne connaît la réponse. C'est pourquoi, disons, seulement 10% des médecins nouvellement diplômés, je dirais, qui sont inscrits au Conseil de l'Ordre s'installent.
la première année, pourquoi il n'y a que 30% au bout de 3 ans, pourquoi il y a entre le fichier du SNIRAM et le fichier du Conseil de l'Ordre, il y a un différentiel de 25 000 médecins, on ne sait pas où ils sont. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui que la profession est en train de changer et qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent plus s'installer en cabinet et qui veulent une autre forme de médecine. Et ça, c'est un réel sujet qu'on n'a pas encore abordé et qu'on devra aborder dans les prochaines années. Est-ce que l'entreprise médicale garde une attractivité économique? Question un peu... Oui. Non, mais voilà. je pense que... Ça parle de l'entreprise médicale, non, qui mais est il a en raison. étude dans C'est vrai le monde libéral. Aujourd'hui, l'attractivité du modèle du XXe siècle pose problème. Et juste, un médecin d'avant, c'est 3 médecins d'aujourd'hui pour le remplacer. Ça aussi, un médecin qui part à la retraite et qui a aujourd'hui 65 ou 70 ans, c'est 3 médecins qui doivent venir pour le remplacer, son activité. Bon, une autre question, parce qu'autrement, professeur, c'est vous qui tenez la suite. Hein. Vous avez intérêt à ce que je finisse tôt. Jean-Yves Lemerle, kinésithérapeute chargé de Kiné 3.0. J'ai 2 questions à poser sur ces débats très riches. La première, vous avez parlé d'un retard à la télémédecine et aux objets connectés, retard à la formation. Est-ce que vous ne pensez pas que cette formation elle doit d'emblée être faite à l'université pour l'ensemble des professionnels de santé et pas fragmenter les médecins d'un côté, etc. On pourrait faire un module commun et c'est là où on avancerait, je pense, le plus rapidement. Ma deuxième question, madame, et je connais bien Pascal Gendry, vous avez parlé des quelques milliers de professionnels de santé ou quelques milliers de MSP, mais il y a des centaines de milliers de professionnels de santé qui sont répartis sur tout le territoire. Et est-ce que ça ne serait pas là la meilleure place de la télémédecine pour leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions, puisque déjà dans les maisons de santé, vous vous trouvez autour de la tasse à café dans le couloir, vous n'avez pas besoin de beaucoup de objets connectés. C'est pour les autres. Ces centaines de milliers qui sont répartis, ils ont besoin, eux, de la télémédecine, à condition, comme le disait M. Narcy, que nous soyons bien connectés, il n'y ait pas ce désert, puisque je constate qu'ici, je ne peux même pas envoyer, je suis en absence de connexion. Merci. Alors, à la première, je voudrais à la répondre, première question. mais je pourrais répondre quand même aux 2 et laisser Brigitte après. C'est que la formation interpro, ça fait partie des objectifs des pouvoirs publics et ça fait partie des objectifs que nous portons, les différents professionnels. Donc, tout à fait d'accord avec vous. Et cette formation pluripro dans le cadre de la télémédecine, elle est valable également dans le cadre de la prise en charge des patients fragiles, dans le cadre de la prise en charge de la iatrogénie et de la prévention de la iatrogénie, parce que c'est la prévention qui va se faire en multipro et en interpro. Donc tout à fait d'accord avec vous, et c'est déjà des choses qui existent, notamment dans le DU, mais oui, on a susurré plusieurs fois à la conférence des doyens de pouvoir porter effectivement dans le cadre universitaire la formation aux outils de la télémédecine, parce qu'encore une fois, la télémédecine est un outil facilitateur, ça n'est pas une fin en soi. Ça, c'est le premier point. Et pour répondre à votre deuxième suggestion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les maisons de santé, il y en a un peu plus de 1000 en France. Aujourd'hui, la loi permet de faire autre chose pour tous ces professionnels de santé qui ne sont pas en maison de santé pour plein de raisons, parce que c'est trop difficile peut-être à mettre en place, parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie aussi, pour certains, c'est-à-dire qu'ils veulent être coordonnés mais dans leur cabinet, parce qu'on ne déplace pas une pharmacie comme ça, parce que si les infirmières, c'est facile, et les kinés salés, pour nous, les pharmaciens, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. Et donc, de ce fait, il y a ces exercices coordonnés qui sont ces équipes de soins primaires et qui sont ces CPTS. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 180 en France. C'est en train de monter en puissance. Oui, ben moi aussi, donc je suis ravie qu'on puisse effectivement évoquer ce sujet-là. Et je pense que c'est une autre forme, une autre solution à la coordination. Et d'ailleurs, le développement de la télémédecine, d'après la Convention des médecins, pourra se faire également dans ces équipes de soins primaires et ces CPTS. Alors, une dernière réflexion, parce que maintenant le temps est... Rapidement, parce qu'il faut quand même non, répondre à la... Allez-y. D'abord, j'ai déjà dit que la maison de santé était un des modèles, donc j'ai pris quand même des précautions, c'est qu'un laboratoire d'expérimentation. Mais qu'est-ce qu'il démontre ? Il démontre que dès lors que les autres professionnels de santé, effectivement, qui ont le droit de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir réfléchir, de ne pas vouloir faire, et ça, on l'entend, il n'y a pas de souci, mais qui veulent quand même se coordonner, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer par dire, oui, mais bon, j'ai mon iPhone, je vais prendre la photo, tout, puis on va leur dire, oui, mais attendez, docteur, il faut quand même une traçabilité, il faut quand même faire attention, il faut quand même qu'il y ait la sécurité. Et tous ces critères-là, vous allez voir, une fois que vous les aurez admis,
Mais vous allez dire, mais mince alors, c'est vraiment de la coordination que je fais. Et puis vous allez dire, ah ben finalement, c'est ce qu'ils font en maison de santé. En maison de santé, ils font ça. Ils font des photos, mais c'est sécurisé. Ils ont la traçabilité, ils ont l'accompagnement du patient. Et finalement, c'est tout ce que j'ai fait. Et vous verrez que d'ici quelques temps, quand on se retrouvera peut-être dans un an ou deux, finalement, on sera tout à fait d'accord tous les deux. Eh, vive la maison de santé alors. Bon, professeur, en 2 mots, on n'a pas tout dit, mais est-ce qu'on a bien dit? Oui, je pense que le débat a été intéressant. On n'a pas tout dit parce que c'est un sujet très vaste. Hein. Je voudrais simplement dire que, de toute façon, on n'a pas abouti en matière d'évolution du métier de médecin, de sa transformation. On est en chemin. Et je dirais peut-être le mot du président de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis qui dit que de toute façon, télémédecine, santé connectée, e-santé, cybersanté, tout ça, ce sont des termes qui vont disparaître dans les 15 années à venir et qu'on reparlera dans 15 ans de la médecine et de la santé et que tous les termes que l'on crée aujourd'hui avec le numérique, c'est pour nous aider à faire la transition vers la médecine du 21e siècle qui apparaîtra dans les années 1930-35. Je vous laisse encore... 2030-35. Oh là là, je vous laisse 30 secondes pour teaser, pour faire le teasing de votre prochaine intervention. Oui. Parce que, décidément, vous occupez le terrain toute la matinée, vous. Hein. Oui, alors moi je vous invite à venir à la suivante. Il y a une continuité dans les thèmes, oui, et c'est ce qu'a voulu Charles Maminovitchi. Donc on a fait une continuité. Et là, la prochaine table ronde va parler des impacts sur les pratiques professionnelles. On parlera de choses dont on n'a pas parlé, par exemple la délégation disons, de tâches, etc. Et puis on parlera du cadre éthique et du cadre juridique de ces nouvelles organisations qui vont vers les années 2030-2035. Ouais, voilà. Je ne veux pas vous faire de la concurrence, mais je vais teaser aussi ma table ronde qui sera en fait à 11h dans la salle spécialité. Et, non, en même temps à 11h, mais non, ce sera dédié aux digital thérapies, donc jeu, aux technologies en rééducation. Bon. Les kinés. Bon, en tous les cas, vous avez le choix. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Nous, on vous applaudit. Merci d'avoir été patients à tous. Merci.